Je voudrais parler à la fois de poterie, et j'y mets ça avec des guillemets, de céramique, de politique. Tout art est politique. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Angela Merkel, où est l'erreur? Angela Merkel. Pourquoi? Non, parce que Thatcher et Reagan sont de la même époque, ont travaillé sur les fondements du libéralisme. Merkel, ensuite, gère l'après. Et tu écris comment gère? Gère, oui, je l'écris comment? Très bien. Non, et puis elle a des positions aussi un petit peu différentes quand même sur le fond, parce que moi j'ai pensé à cette figure-là, en fait c'était l'été, c'était la Grèce, c'était etc. J'ai pas besoin de décrire. Et depuis il y a eu le phénomène migrant, où Angela Merkel a aussi pris des positions que je pense plutôt courageuses, d'affirmation. Donc du coup, j'étais plutôt en questionnement, en interrogation tout à coup face à cette image que je projetais. Est-ce qu'il y a des hommes politiques, des hommes publics qui sont dans la cave chez toi, dans des emballages que tu n'as pas montrés, où le propos est politique, où tu nous dis des choses, et à nous de comprendre que c'est une critique du libéralisme, une critique de je ne sais quoi? Non, c'est pas forcément une critique. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, quand on fait une œuvre d'art, on ne fait pas un tract politique. Par contre, on a de la politique à l'intérieur. Mais ce n'est pas un tract politique, ce n'est pas une argumentation économico-sociale, etc. On pose sur la table un problème. Le regard, c'est nous qui le portons. Voilà, c'est le spectateur. Par contre, j'ai effectivement travaillé des figures, Marx, Lénine, Mao, des gens comme ça. J'ai aussi travaillé longuement, notamment pour le bicentenaire de Borodino, la figure de Napoléon, qui est aussi un personnage complexe de l'histoire. Je dis bien complexe, à la fois dictateur, enfin, toutes les batailles de Borodino, c'est 100 000 tués en une journée. Leipzig, c'est 130 000 en une journée, etc. C'est effroyable, mais en même temps, c'est le code de Napoléon. C'est le droit, c'est poser des choses comme ça qui existent toujours aujourd'hui. Donc, vous savez, dans les hommes politiques, il y a toujours des espèces d'ambivalence qui sont... Donc, l'artiste, il pose l'interrogation. On pose des questions, mais on ne répond pas à la question. Tu poses une question qu'à des gens qui partagent ta culture, qui partagent les mêmes émotions. Si on montre ça à quelqu'un du Bouddhistan occidental sud, est-ce qu'il comprend Angela Merkel? Peut-être que non. Effectivement, alors moi je prends des personnages qui font figure, qui font signe. Alors c'est vrai que Angela Merkel est un signe qui est plutôt européen, mais en même temps, demain, en 2017, elle sera peut-être secrétaire générale de l'ONU. Elle va prendre une dimension internationale plus affirmée. Lénine, il est connu, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, etc. Mao Tse-tung, j'ai pas besoin de le dire. Napoléon aussi. Ronald Reagan, il est aussi, etc. Enfin, je prends des figures des figures politiques qui font signe. Au pied de ces trois icônes, il y a des fleurs. Sainte Thérèse de Lisieux dit « Je ferai pleurer, voilà, je verserai des roses sur le monde ». Alors ces roses, c'est les épines que tu verses, c'est juste la beauté des choses pour l'ironie entre les massacres, l'idéologie, le rêve et puis de réalité. Qu'est-ce que signifient ces pots de fleurs, ces vasques, ces roses, ce beau, ce ringard, ce kitsch? Encore une fois, c'est pas un tract politique, c'est on fait image. Donc image, moi je fais de la porcelaine. Il y a tout un vocabulaire en porcelaine, parce que c'est porcelaine de Limoges. Donc j'arrive avec un patrimoine, des images, des habitudes, une inscription comme ça dans le paysage. Et les jarres, les fleurs, c'est effectivement fait référence à ça. Deuxième chose, des Merkel, Thatcher, Reagan ont des positions politiques que je ne partage pas, mais en même temps, en travaillant sur ces personnages-là, j'ai gratté un petit peu leur biographie. J'ai lu un petit peu, essayé de rentrer dans leur tête. Et à un moment donné, ces gens-là ont aussi des convictions. Ce sont aussi des hommes comme toi et moi, ce sont aussi des femmes, etc., qui ont droit aussi au respect. Je suis absolument, même si j'ai des options politiques, le goulag, je ne l'assume pas, je ne partage pas, et ce n'est pas la façon de résoudre le débat. Donc le débat, la mise en débat, les gens sont plus, pas simplement noirs ou blancs, ils sont entre les deux, ils sont partagés, il y a des lignes de fracture. Donc
ces éléments décoratifs qui appartiennent encore une fois au monde de la porcelaine, Sèvres, Limoges, etc., viennent poser les choses de façon plus tranquille et pas agressive. C'est quoi le beau dans tes œuvres? Ça, c'est le beau, c'est une fascination. Alors le beau, dans la porcelaine, Dans ton travail. je vais te dire exactement ce qui me fascine là, c'est le bleu qui émane de la porcelaine qui est cuite à 1400 degrés. 1400 piles? 1400 piles. C'est-à-dire que... Four électrique? Four à gaz. On domine bien? Oui. Parce que 1300, la porcelaine, elle est un petit peu jaune encore. Et 1400 degrés, il y a un basculement chimique. Ne me demande pas ce qui se passe, j'en sais rien, je ne suis pas chimiste. Mais en tout cas, 1400 degrés, il y a tout à coup une espèce de vibration interne à la porcelaine qui tourne vers les bleus. Et là, ça devient vraiment magique. Moi, c'est ce qui me fascine. Au début, 15 ans. il y a une statue que tu conçois en volume de tes petites mains. Ouais. Donc il y a la maîtrise à la fois de l'homme qui a fait avec des guillemets Beaux-Arts, qui sait faire que Sature ressemble à Sature, pour reconnaître Regan. Voilà. Il y a un savoir-faire. Voilà. Art ou artisanat? Les deux, puisque on fait avec ses mains, mais on fait avec sa tête. Et on a un discours. Moi, je suis enseignant dans une école d'art, j'apprends toujours que l'art est un discours sur le monde. Sinon, effectivement, on est dans la décoration. Mais donc c'est un parti pris qui m'est personnel, ça c'est un point de vue. Chaque artiste affirme son point de vue et je suis totalement respectueux de la diversité. Pour ça, d'ailleurs, on en viendra peut-être tout à l'heure. À mon combat pour la défense des artistes en France, c'est que je pense qu'il y a une grande diversité et qu'il faut garder le panel ouvert au maximum. Donc, je ne sais plus quelle était ta question. Art ou artiste, le côté tu conçois. Oui, alors oui, positif, on conçoit, puis en négatif, puis en positif. Voilà, conception intellectuelle et plastique, hein, le modèle. Après, il y a un moule qui est réalisé par un mouleur. Et après, je fais le montage en porcelaine, à Limoges, etc. Alors, qu'est-ce qui est de l'artiste? Qu'est-ce qui est de l'artisan? Qu'est-ce qui est du mouleur? Qu'est-ce qui est de Gilles? À quel moment tu délègues? À quel moment l'autre enrichit ou n'enrichit pas? Comment tu maîtrises? Comment tu lâches? Chaque moment est artistique et effectivement, il y a des savoir-faire qui sont mis en mouvement. Et je sais qu'actuellement, je suis en train de fonder un atelier qui va être assez important et avec des apports de gens qui ont des compétences particulières. Le mouleur, c'est plus moi qui fais les moules, c'est un mouleur qui fait les moules. Mais il a une idée. Je n'ai pas été chercher n'importe quel mouleur. C'est un mouleur qui va accepter de m'accompagner dans une démarche artistique, etc., qui a la petite réflexion, la petite étincelle, qui accepte d'être ouvert sur le monde de l'art. Je vais aller chercher un émailleur, parce que la question de l'émail est une question complexe, puisque c'est de la chimie. Je vais aller chercher aussi un émailleur qui ne soit pas un technicien de l'émail, mais quelqu'un qui a des compétences en émail, mais qui accepte de venir accompagner une aventure artistique. C'est-à-dire qu'il y a un propos. À quel moment ils t'emmerdent, ces gens-là, ces professionnels? Parfois, j'ai des... Oui, là, on va parler... Je travaille dans une usine. Hein. Je suis invité dans des usines. Pendant 9 ans, j'étais à Sèvres. J'ai été chez des houlières pendant 9 ans. Là, je suis dans une usine de manufacture à Limoges. Je côtoie des ouvriers à côté de moi qui peuvent m'apporter des choses. Je les regarde faire, j'apprends. Mais en même temps, ils ont des propos qui sont parfois de l'automatisme. Or, comme dit Bernard Stiegler, le travail, c'est avoir un automatisme intégré. On intègre un automatisme et après, on désautomatise. Et c'est là que c'est le travail. On casse le processus pour l'emmener ailleurs. Et eux, ils ne le font pas. L'imbécile dans tes œuvres, ce serait celui qui viendrait enlever les coulures, voilà, etc. On a envie, on n'ose pas, on sait qu'il ne faut pas le faire. L'artisan aurait envie de le faire? Oui, la porcelaine, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu un statut particulier dans les usines. C'est qu'une usine de porcelaine, c'est une manufacture qui ne tend que vers la perfection des choses. Ça doit être parfait. Fois 1000, fois 2000, fois 10 000. Voilà. Or, moi, je travaille l'accident. Je travaille et je suis entre équilibres, déséquilibres. D'ailleurs, des fois, des équilibres qui, dans le four, se vengent, s'écroulent, etc. Mais des fois, il y a des écroulements qui sont très intéressants. J'ai vendu un énorme Brejnev il y a à peu près 5 mois, qui s'était complètement effondré sur lui-même. Et c'était l'effondrement qui correspondait évidemment
on l'imaginait au présidium suprême de l'Union soviétique, effondré sur son bureau à la fin du... Voilà, ça correspondait à une pensée politique. Et donc voilà, ça rejoint, il faut reconnaître ça. Dans la poubelle de l'artisan, on trouve l'œuvre de l'artiste. Pas toujours, pas que dans la poubelle, j'espère, mais parfois, oui. Mais de toute façon, l'artiste, il ne jette pas si rapidement. Enfin bon, on a un certain nombre ici, on ne jette pas si vite. Il y a des accidents qui sont intéressants, qu'on laisse un petit peu reposer, et après on a un regard. Et comme disait Marcel Duchamp, c'est souvent le spectateur qui fait la valeur de l'œuvre. On a une Margaret Thatcher qui est quand même dans le genre... Oui. Elle est à combien? À 60 degrés? À peu près, ouais, peut-être, mais il y en a des pires que ça. 1400 degrés. C'est important d'avoir cette chimie en tête. Si on cherche cette immanence de la vibration de la porcelaine, c'est là qu'elle se produit. Avant, on aura des porcelaines qui seront un peu jaunes, qui n'auront pas cette espèce de rayonnement interne, quoi. Donc après c'est une histoire de choix. Hein. Tu viens d'où? Je viens de Poitiers, Limoges, Paris, voilà. Beaux-Arts? Des Beaux-Arts de Paris, ouais. Ouais, chez Jean-Claude. Et la chimie Qui a fait le portail, oui. Alors je ne l'ai toujours pas vu, le portail de la cathédrale de Lille. Fragilité. Voilà, mais oui, bon, là ça me donne la chair de poule. C'est le papa, quoi. La chimie, c'est chiant. La chimie, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais c'est un peu gonflant. Avant le four, ça ressemble à quoi? Avant le four, c'est de la terre blanche qui est souvent, avec laquelle j'ai le rapport le plus direct. C'est la sculpture, le moment où mais c'est comme un accouchement, enfin là je m'adresse plutôt... Mais c'est quand tu fais, et puis là la terre elle est crue, elle est encore fragile, c'est là qu'elle est la plus belle, quoi. Avant, il y a eu quoi? Donc il y a eu tous les épreuves. Il y a combien de temps? Il y a 20 ans avant, aujourd'hui? De porcelaine, il y a à peu près 20 ans, ouais. Avant, j'ai eu du métal, j'ai eu des décors de théâtre, enfin, toute la vie des artistes, enfin, que chacun connaît, quoi. Non, on ne connaît pas. Ah bon? Je la connais. Non, mais la tienne? La mienne, beaucoup de choses, oui, des décors de théâtre sur Paris, des décors d'événementiel, des chars de 8 mètres, oui, on est dans une région de carnaval. Alors les carnavals de Dunkerque, je les ai regardés voilà, on a fait des chars de 8 mètres sur 4, sur 3, enfin, des trucs, des dragons, enfin des choses incroyables avec des équipes de sculpteurs que je dirigeais, mais on a fait des trucs incroyables. Tenté par le kitsch à un moment donné ou jamais? Non, là c'est la limite, effectivement, on flirte, c'est encore une fois, c'est comme l'équilibre, déséquilibre, il faut toujours être à cette espèce de point, mais le décoratif m'intéresse bougrement. Ouais. Alors je sais que certains préfèrent la Villa Cavrois et le Bauhaus, c'est une liberté que je reconnais, mais moi je suis plutôt effectivement du côté des latins et de la courbe. Alors tu es ici à Roubaix parce que tu as rencontré Christine Rousseau dans un stage de céramique. Comment on s'enrichit du regard des autres? Comment on copie? Comment on fuit? Et alors tu as parlé de Jean-Claude comme le maître, il y en a d'autres? Oui, j'en ai d'autres en dessin, mais dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'après, une vie d'artiste, elle est effectivement... Moi, je crois effectivement qu'on apprend en se confrontant, comme disait Montaigne, d'une cervelle. Il faut frotter les cervelles, voilà. Et Jean-Claude, ça a été une rencontre importante. Il y en a d'autres. Il y a eu Forgas, qui était un peintre, et dessin qui m'a remis après les Beaux-Arts de Paris. Vous savez, les Beaux-Arts, c'est un lieu de rencontre, de réflexion. On passait des nuits à discuter. Enfin bon, tout le monde connaît ça, mais parfois, au niveau du boulot, il y avait des manques. Et après les Beaux-Arts, j'ai passé 4 ans à faire 60 heures, enfin 27 heures de dessin avec Forgas. Et après, je fonçais au Louvre, dessiner encore 30 heures, etc. Le dessin. On peut encore inventer? Ouais, il y a plein de choses à inventer. Puis il y a des technologies que moi, je ne connais pas trop, mais il y a des technologies qui émergent, je pense au numérique, la vidéo et tout ça, on le voit, quoi. Il y a une vidéo en bas, là, c'est bien sûr, les jeunes s'emparent de ça, et ils ont raison, mais par rapport à la vidéo ou le numérique, il y a aussi, tout le monde perçoit ça aussi, il y a un retour de la gravure, de la sérigraphie, de la céramique. Il y a besoin de se confronter au fer, à la nécessité du temps, parce que la sculpture demande, la porcelaine et la céramique demandent du temps, de séchage, de
premier four, deuxième four, troisième four, quatrième four, etc. Ça demande du temps et voilà, on n'est pas dans le même temps. Voilà. Chaque technique a ses temps. La grande porte de la cathédrale de la Treille a été faite par Jean Clos. Donc Jean Clos, c'est ce sculpteur de la terre fragile qui est à la limite de la... Et tu n'as pas pris le temps d'aller les voir. Tu connais déjà, tu n'as pas besoin. En plus, j'ai vu faire quand il la faisait, cette forte. Mais je ne l'ai jamais vu terminer. C'est ça que... J'ai vu les esquisses, j'ai vu les bouts de la porte en terre crue. Mais j'ai pas vu Enfin, je l'ai entreaperçu l'autre soir, on a été sur l'île, mais il faisait nuit, je voulais y retourner, et j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est dommage, mais je reviendrai, parce que Jean-Claude... ouais. On met où ces sculptures de Thatcher, Reagan, Merkel, Brejnev sur son buffet Henri IV J'avais un prof qui disait il y a des sculptures de parquet, c'est-à-dire celles qui vont au sol, et il y a des sculptures de cheminée. Alors voilà, ça dépend... Alors, deux vies, la vie d'artiste, et puis une vie très engagée politiquement, mais au sens propre du terme. Tu es le premier président de la Maison des artistes qui soit un artiste. Ouais. Comment ça s'est passé? Puisqu'avant c'était beaucoup des politiques au sens large du terme. Les artistes ont réussi à s'organiser de manière à être... à tenter de faire que leur travail vale de l'argent avant même l'exposition, avant même l'achat. Et c'est un combat que tu t'es inscrit à quel moment à la Maison des artistes, en toute naïveté? Alors moi, je suis sorti des Beaux-Arts en 87, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme tous ceux qui sortent des Beaux-Arts, ça y est, t'es artiste. Puis là, c'est le Grand Blanc. Le Grand Blanc. Il faut faire quoi à côté? Oui, voilà, c'est ça. Comment tu vis, comment tu as un atelier, comment tu mets de l'essence dans ta voiture, comment tu travailles, comment tu peux diffuser, etc. Donc il y avait un vrai problème de structure, de statut de l'artiste dans ce pays. Et j'ai été voir les papas, j'ai été voir Cueco, j'ai été voir Ernest Pignot-Ernest, enfin des copains, quoi, Fromanger, j'ai été voir... Des militants et des bons. C'est des militants, ce sont des bons, et oui, j'allais plutôt voir ceux-là que il fallait qu'ils t'acceptent, donc c'est que tu n'étais pas trop mauvais non plus. Bien sûr, c'est des copains, enfin bon, bref. Et on a discuté. Et tout à coup, à un moment donné, ils m'ont dit, mais attends Gilles, j'avais 37 ans, 40 ans, j'en sais rien exactement, même pas, non, j'avais 30 ans, enfin bon, bref, je sais plus. Ils m'ont dit, tiens, voilà les clés, t'y vas. Et moi, j'ai pris ces clés, j'ai dit, attends, c'est ma responsabilité, il faut effectivement faire quelque chose, parce que sinon, tous les artistes qui sortent des Beaux-Arts, avec des diplômes, des machins, on a mouillé la chemise, parce que moi, j'ai un atelier depuis l'âge de 14 ans, hein. Je fais de la peinture, du dessin, etc. On a choisi cette vie, et l'État, ou les collectivités territoriales, etc., ne nous donnent pas en regard les moyens d'assumer ce choix. C'était quoi le débat en une formule? Le débat, le combat ou le combat, c'était de donner aux artistes les moyens de vivre de leur création. Voilà. On choisit ce métier et on était niés dans notre métier. Et on fait tous des petits boulots, on est plombier, on fait des repassages, on fait de je ne sais quoi. De l'enseignement, de l'enseignement, souvent. Bref, on est niés, mais encore aujourd'hui, on est niés dans notre réalité, dans notre vie d'artiste. Et ça, je trouve ça insupportable. On va plutôt prendre le problème autrement. On va essayer d'installer les artistes dans le mode des devoirs et des droits de la République. Banaliser quelque part. Pas banaliser, leur donner les moyens de vivre au grand jour, sur la place publique, en disant, voilà, nous sommes là, et puis il faut nous respecter. Et donc je me suis engagé dans tout un processus que je ne vais pas raconter là, parce qu'il est beaucoup trop long, qui m'a conduit à Marseille, à Rennes, à Strasbourg, jamais dans le Nord. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais plein de copains à Lille, à Marc-en-Barreuil, etc. J'avais plein de copains là, et on n'a jamais réussi à trouver date, etc., pour venir ici. On est quand? Mais on est en 92, 93. Et après, donc, on a monté un petit peu une contestation. On a été voir Catherine Trottmann, qui a été une bonne ministre.
car entendu les artistes plasticiens, je le dis toujours, ça a été une bonne. Il faut le dire, quand il y en a une bonne, il faut le dire. Mais elle a été très bonne, Catherine Trottmann. Oui, Tosca. Excuse-moi. Mais moins. Elle a suivi. Elle était derrière Trottmann. Elle a suivi ce que Trottmann a ouvert comme porte. Et depuis, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ayagon, qui n'a pas été mauvais. Le reste, tu peux l'oublier. Qu'est-ce qu'ils ont Mitterrand était correct, il était très mondain, sympa, mais... Qu'ont-ils ouvert comme porte? Mais de poser la question du statut professionnel de l'artiste dans les arts visuels. Plasticien, oui. Dans les arts visuels, hein, au sens large. Les musiciens ont su le faire facilement. Mais les musiciens jouent en orchestre. Donc ils savent, ils se mettent au là, ils jouent en orchestre, ils s'écoutent, etc. Les artistes plasticiens, c'est comme, moi j'ai une formule que j'utilisais dans les années 90, je reprenais Henri Michaud qui disait « L'artiste, pour faire son œuvre, il doit créer l'insularité. » Oui, pour travailler. Mais quand on est sur des problèmes socio-économiques, à ce moment-là, il faut tranquillement se mettre voilà, comme ça, là. Puis on en discute. Après, chacun fait ses choix, justement, esthétiques. C'est pour ça que tout à l'heure, on a commencé sur les questions porcelaine. C'est bon. La grande diversité des plasticiens, elle est énorme. Donc il faut, par contre, sur les questions sociales et économiques, se regrouper. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, ce qui m'a amené en 2001 à être élu, effectivement, l'organisme de Maison des Artistes, l'organisme de Sécu, qui était à l'époque un truc, mais il fallait présenter 3 ans de bénéfices, etc. Et on a imposé que tous les artistes puissent y être. Et on est passé de 19 000 artistes recensés à 54 000 quand j'ai quitté la présidence. Ce que tu revendiques, c'est la cotisation. C'est l'intégration à la société. C'est pas la cotisation, parce que justement, c'est ce que nous avons imposé. Un artiste qui est en déficit, si tu es en déficit, tu payes des cotisations sur un déficit. 15% de 0, c'est égal à 0. Donc tu es intégré, tu es recensé, tu te déclares. Hein. La République fonctionne sur le mode du déclaratif en France. Tu déclares tes impôts, tu déclares tes revenus, tu déclares tes bâtiments, tu déclares, etc. C'est le mode déclaratif. Donc tu déclares tes revenus artistiques, mais voilà, la réalité du mode de cette déclaration fait apparaître un chiffre. Si tu es en déficit, tu ne payes pas. Mais par contre, tu as fait la démarche de te déclarer au grand jour, ce qui fait, parce que l'objectif, c'était pas, moi je ne suis pas inspecteur de l'URSSAF, c'était pas pour faire rentrer des sous dans la Sécu. C'était pour dire au ministère de la Culture, voyez, vous n'avez pas, parce que quand j'allais en PACA, à Marseille, la conseillère artistique à l'époque, elle me disait, ah ben moi, je connais 54 artistes à Marseille. Maintenant, vous savez combien il y en a de déclarés, de recensés? Il y en a plus de 6 000. Et puis le ministère de la Culture est obligé de prendre ça en compte. C'est-à-dire que maintenant, ils se disent, ah ben non, il y en a, ici, c'est pareil. Je pense que dans le Nord, mais il y en a une foultitude. Il y a les gros plans, maintenant on a pu faire des statistiques, le tiers des artistes habitent en région parisienne. Après, il y a des gros pôles, Marseille, Lyon, le Nord et l'Alsace. Que dis-tu à l'artiste qui dit, je ne veux pas aller là-dedans, je dois cotiser, ça ne m'intéresse pas? Mais je vais lui dire, tu ne cotiseras pas forcément. Parce que tu cotiseras si tu as des bénéfices. C'est normal de cotiser. Artistes qui gagnent de l'argent et qui refusaient de cotiser. Et là-dessus, j'étais pas d'accord. Je disais, c'est pas possible. Tu vends une toile 100 000 € en plus à tes potes, que t'es Lionel Jospin, DSK, Fabius. Ah, ça va, c'est correct. Et après, tu te casses en Italie, j'en ai plus rien à foutre. C'est pas juste. Mais par contre, quand c'est moi ou quelqu'un d'autre qui trime toute la journée pour travailler dans son atelier, pas chauffé, avec les peintures qui gèlent, machin, etc. Enfin, ok. Et puis, à la fin, t'as pas d'argent, mais tu es recensé, tu es immatriculé, donc tu peux demander un atelier. Tu peux aller à la DRAC, dire, madame, voilà, numéro de Maison des Artistes, c'est tant, voilà, j'existe là, j'ai fait la démarche personnelle, volontaire, etc., d'aller m'inscrire là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous pouvez m'aider? C'est le rôle de l'État. Voilà. Et comment je peux être avec les autres? Bien sûr. C'est pas... voilà. Donc c'est ce combat-là que j'ai mené pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu as entendu de pire parce que tu étais artiste et président de la Maison des Artistes? Oh là! Et de qui?
Ce que j'ai entendu de pire, ça m'a coûté 11 procès, dont un au pénal. Il faut de l'énergie. Donc je te raconte pas le bordel. On m'a traité de propagande, enfin que mes propos, alors que je décris la réalité que j'ai entendue partout, mais qu'on connaît, enfin, tous les artistes qui sont là connaissent ça. Le bordel, le statut, l'atelier pourri, pas de sous, la bricole, la semi-clandestinité et tout ça, parce qu'on essaye de... Voilà, on connaît tout ça. C'est la vie de l'artiste. Et on m'a dit, tu fais de la propagande. C'est ce qu'on m'a opposé au départ. Et on m'a fait des procès pour ça, pour propagande syndicale. C'est qui on? Ah, je ne vais pas rester dans les... C'est une affaire réglée. Maintenant, de toute façon, les procès, je les ai gagnés. Donc, voilà, la boîte est fermée. Mais tout n'est pas réglé encore. Il y a encore beaucoup de jeunes artistes Absolument. qui ne veulent pas cotiser parce que ça coûte des sous, parce que je vais devoir cotiser, parce que... Non. Oh là là. Ben, Qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est une fausse idée. Ils cotiseront, et c'est normal de cotiser, s'ils ont des bénéfices. S'ils ont des bénéfices, ils tirent bénéfice. Un boulanger qui tire un bénéfice, il cotise sur ses bénéfices. Un agriculteur qui tire des bénéfices, il cotise sur ses bénéfices. C'est normal. Une galerie associative, c'est de la concurrence déloyale avec les vrais galeristes professionnels? Alors, les galeries associatives, alors, une chose que j'avais déterminée dès 2001, je ne serai pas dans la répression. On sera dans l'écoute, dans la pédagogie, dans l'explication, dans voilà, essayer de faire comprendre le monde qu'il faudrait le meilleur pour les arts. Et les galeries, les diffuseurs, pour moi, n'ont jamais été des ennemis, y compris les grandes galeries, Galeries de France, etc., etc. Et j'ai de bons copains galeristes sur Paris, etc. Il n'y a pas d'ennemis. Galerie associative, c'est vrai que ça pose quelquefois des petites questions. Les questions, quand elles sont posées, on les met sur la table et puis on essaie de s'en débrouiller entre les interlocuteurs. Je trouve ça tout à fait naturel. Je rejoins Merkel et tout ça, je rejoins la question de la démocratie. Voilà. Donc moi, les problèmes, on les pose sur la table et puis on en discute. C'est quoi le travail d'un lieu comme celui qu'anime Eric, qu'anime Jean-François, la plus petite galerie du monde, chez Rita, à Roubaix? C'est formidable, c'est le réseau qui fait vivre cette diversité. Moi, vraiment, je tiens, puisque tu me donnes la parole, d'abord à dire, mais très profondément et chaleureusement merci à tous ceux qui ont fait ça. Hein, parce que vraiment, je sais que c'est une énergie, je sais que c'est justement une belle énergie créative, justement. C'est pour ça que ça me fait chier quand la DRAC et les institutions n'entendent pas ce qui se passe dans des lieux comme ça. Tous les réseaux, les circuits associatifs, etc., ils accompagnent la création. Et moi, jamais je n'ai pointé du doigt le réseau tel qu'il soit. Après, il serait bien que les réseaux accompagnent la création jusqu'à porter la défense des artistes, etc., y compris la défense de ces lieux-là. Parce que ces lieux-là, pourquoi ils n'auraient pas un accompagnement voilà, parce qu'ils participent de la vie culturelle, de la commune ou de la collectivité territoriale. Quoi. Jeff Koons. Jeff Koons, un quart d'heure à Beaubourg il y a 2 ans. LVMH. LVMH, je ne connais pas. Pinault. Pinault, j'ai failli faire son portrait avec Merkel et tout ça. Mais il n'est pas assez signe dans... Voilà. Sa tête n'est pas assez connue, mais... T'as vendu aujourd'hui? Enfin, ce week-end? Je le crois. Mais Moins 20% jusqu'à 17h, t'es d'accord? Oui, si tu veux. Il est 16h45. Si tu veux. Moins 20% jusqu'à 17h. D'accord. Merci. Non, Merci à toi.